donner au moins notre point de vue, du moins faire des analyses sur cette problématique ou encore actualité. On parle de contre-offensive, en tout cas c'est une interrogation, hein, contre-offensive russe en Afrique. Le contexte, c'est que l'Ukraine ouvre ses ambassades en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, mais aussi au Rwanda. On essaye de faire une analyse là-dessus lorsqu'on sait effectivement qu'aujourd'hui, on connaît le conflit qui oppose aujourd'hui la Russie à l'Ukraine, pour ne pas dire à l'OTAN, et lorsqu'on sait également que de plus en plus la Russie a réussi à mieux coopérer, du moins à renforcer sa coopération avec les États africains, surtout de l'AES comme on peut le voir, ou encore en Afrique centrale avec la République centrafricaine. Est-ce que là, l'Ukraine est cet autre instrument néocolonial utilisé justement par ces derniers pour contrecarrer la Russie du côté de l'Afrique, lorsqu'on sait que ces pays qui étaient utilisés, tels que la France a été chassée, les États-Unis, ça ne va pas non plus. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en train d'utiliser l'Ukraine? Comment comprendre en ce moment même, surtout en ce qui concerne dans le contexte actuel, l'ouverture de ces ambassades? Parce qu'on rappelle qu'on parle d'au moins 6 ambassades qui seront ouvertes dans les prochains jours, ambassade de l'Ukraine du côté de l'Afrique. Monsieur Njok, qu'est-ce que cela vous inspire, l'ouverture de ces ambassades? Est-ce que vous pensez que c'est une décision géopolitique, ou alors vous pensez que c'est normal? Voilà, c'est normal que les États entretiennent des relations diplomatiques. C'est normal que les États entretiennent des relations diplomatiques, mais lorsqu'on ouvre des ambassades, c'est toujours dans un besoin et dans le résultat d'une stratégie géopolitique. Donc les deux sont liés. Oui. Et donc on ne peut pas dissocier. Oui. Maintenant, oui, qu'on voit l'ouverture des ambassades de l'Ukraine comme une contre-offensive russe, oui, ce ne serait pas faux. Parce que vous savez quand même que l'Ukraine est le premier producteur du maïs, du blé et de l'or, et que pendant la guerre russo-ukrainienne, les importations de ces matières premières-là que nous avons besoin ici et qui sont des produits de grande consommation ici pour fabriquer la bière, pour fabriquer le pain, la farine et consorts, nous ont sérieusement fait défaut, et que ça a créé une certaine inflation sur le marché. Et donc, on peut donc voir que, et vous saviez que même les Européens étaient fragilisés, et que certains des bateaux qui étaient destinés à l'Afrique ont été déjoués et confisqués par ces pays-là pour les consommer à notre place. Donc, aujourd'hui, en utilisant l'Ukraine, c'est simplement pour essayer de démontrer d'abord, que malgré les frappes et la guerre russo-ukrainienne, que l'Ukraine n'est pas décimée, oui, qu'elle existe encore, qu'elle est bien implantée, qu'elle a une structure gouvernementale qui fonctionne à merveille, oui, et donc il ne faut pas croire même si on se demande justement pourquoi maintenant, voilà, en parlant de contexte. mais oui, qu'elle n'est pas en train d'être effacée sur la carte du monde, oui, comme on veut nous faire croire que c'est l'objectif de la Russie. Mais aussi, c'est vrai que ces pays comme la France, les États-Unis, en fait, l'Union européenne étant un peu mise en marge dans nos pays, étant tenus beaucoup plus à l'œil, il n'est pas exclu que ces pays-là, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis, utilisent donc un nouveau pays qu'on va trouver vierge, qu'on va trouver n'ayant pas les capacités de nuisance, mais qui aura, sur le plan des rapports économiques, un poids dans les échanges avec nous. Parce que quand on regarde les quantités d'importation du blé, c'est énorme. Si on réussit à commercer directement avec l'Ukraine, si on réussit à commercer directement avec l'Ukraine sur le blé, sur l'orge et sur le maïs, vous comprenez que on va non seulement booster l'économie de l'Ukraine, mais ça va permettre à ces pays-là de nous donner un nouveau interlocuteur. Un interlocuteur qui va venir avec un visage vierge et essayer
de nous faire des contre-propositions de la Russie pour mieux s'installer. Et donc, quelques pays naïfs qui n'auront pas vu ça peuvent tomber. Et c'est donc logique que les panafricanistes voient clairement qu'il y a là véritablement un jeu politique, un jeu stratégique pour contrer entre guillemets l'influence russe. Voilà, l'influence russe dans certains pays africains ou en Afrique. Président Matomba, contrer ou contrecarrer cette influence russe en Afrique, vous pensez également que c'est ce qui justifierait l'ouverture de l'ambassade, des ambassades ukrainiennes dans ces différents pays? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'il faut intensifier les relations avec ces pays, Côte d'Ivoire, RDC, Rwanda et d'autres encore? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Il y a quelques jours encore, ou quelques mois, je crois l'élection présidentielle en Russie, en Ukraine, devrait se tenir. Oui, tout à fait. Mais on a dit pour des raisons de sécurité, de guerre, je ne sais pas trop quoi, on n'en parle même pas. Et là, vous avez vu que même les médias mainstream, qui ont l'habitude de donner des leçons de gouvernance en Afrique, et surtout des leçons électorales, de leur rappeler les dates d'élection, ont oublié qu'en Ukraine, il devait y avoir élection, et que, entre parenthèses, le mandat du président Zelensky serait dépassé, et qu'il fallait certainement déjà un nouveau président et bien d'autres. Sauf que là, tout le monde a oublié. Mais on se surprend là de voir l'Ukraine plutôt se déployer sur le champ diplomatique. C'est-à-dire comme pour dire que voilà, le Zelensky serait déjà, n'est-ce pas, dans une nouvelle ère. Et là, il s'est ravisé, comme il n'avait pas de représentation diplomatique. Parce qu'il faut noter qu'on n'ouvre pas des ambassades dans des pays juste pour le plaisir du pays. C'est parce qu'on voudrait, ou alors on entretient des relations diplomatiques avec ce pays-là. Tout à fait. Et j'ai suivi quelque chose de très curieux, qui est d'ailleurs très intéressant, que la Côte d'Ivoire a toujours voté en faveur de l'Ukraine à l'ONU. C'est-à-dire que malgré tout ce qui se passe, et d'ailleurs j'ai souvenance parce que j'ai été convié au sommet russo-africain il y a quelque temps, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg. Si vous vous rappelez, le président Ouattara n'y était pas. Pendant que des présidents comme Denis Sassou Nguesso ont vu leur avion bloqué sur le tarmac de certains aéroports parce qu'on ne voulait pas qu'ils voyagent. On a relevé les questions d'assurance. Oui. On a menacé pas mal de présidents africains, mais plusieurs ont dit on ira. Et ils y sont allés. D'autres ont décidé de ne pas aller. Et ils ne sont pas partis, tout simplement. Donc, rien de surprenant dans ce déploiement qui n'a rien à voir avec la politique diplomatique. Alors, je dis, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. C'est un positionnement stratégique. C'est pour redonner une posture importante à l'Ukraine en essayant de le déployer dans certains pays. Et les pays sont choisis, curieusement. Vous croyez que ce n'est pas des choix... Madame Siké, il y a quelques jours encore, rappelez-vous, la Russie découvre sur sa table un vieux document, une sollicitation de la RDC qui voulait, n'est-ce pas, avoir une coopération militaire avec la Russie. La Russie dit, ok, d'accord, oui. Ce document date quand même, ouvrons-le et étudions-le. La Russie décide d'étudier ce document et informe les autorités de la RDC qu'en fait, on a retrouvé le document de votre demande, nous allons étudier la possibilité de signer les accords avec vous. Vous avez vu le communiqué sorti de la RDC, RDC pour dire que non, oui. Ce n'est pas nous. D'ailleurs, c'est l'ancien gouvernement qui avait signé cela. Ça annonçait les couleurs de ce que nous voyons aujourd'hui. Madame Siké. C'était une annonce des couleurs de ce que nous voyons aujourd'hui. Rien de surprenant qu'aujourd'hui, l'Ukraine se déploie du côté de la RDC aussi, en essayant d'ouvrir son ambassade. Vous comprenez donc, et vous allez convenir avec moi, que le conflit RDC-Rwanda n'est qu'une histoire entre copains. Mais malheureusement, on fait payer les civils
Parce qu'on voulait nous faire croire et découvrir que non, le problème vient du M23 qui serait né il y a quelques jours, ou alors quelques années. Et pourtant, c'est un conflit qui dure depuis plus de 20 ans. Il y a une instabilité, n'est-ce pas, de ce côté, depuis plus de 20 ans. Et le M23 n'a pas 6 ans, hein, n'a pas 6 ans. Donc vous voyez que, nous avions proposé même des solutions d'apaisement. En disant qu'à partir du moment où nous irons vers la construction d'un État fédéral africain, on aura une armée commune. On n'aura plus ces batailles entre les armées qui, n'est-ce pas, tout simplement parce qu'elles sont voisines. Parce qu'en réalité, il y aura une politique de défense commune à l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'on voit là, Madame Siké? Que, en fait, les mêmes partenaires vont tant au Rwanda qu'à RDC. Comme pour dire que les deux, excusez-moi du terme, ils seraient peut-être forts, peut-être obéissent à un même maître. Ah oui. On aurait vu l'opposé de cela, qu'on se questionnerait sur la nature de leurs relations. Parce qu'il y a une chose, vous savez, il y a plusieurs façons de perdre son temps et d'utiliser des gens dans la perte de temps. Vous pouvez vous asseoir à deux, vous discuter. Mais vous décidez de ne pas vous asseoir. Parler. Résoudre un problème qui est le vôtre. Vous laissez des gens venir et ces gens donnent tout pour vous voir parler. Et quand ces gens sont là, vous dites que vous ne vous parlez pas. Mais quand il faut agir de la même façon pour des intérêts de ceux qui, entre parenthèses, sont comme vos, je dirais quoi, parents ou quoi, parce que c'est eux-mêmes qui utilisent ces mots-là. Vous allez dans le même sens. Vous allez dans le même sens. Ce déploiement ukrainien n'a rien à voir avec une politique diplomatique vraiment comme nous avons l'habitude de le voir comme nous avons l'habitude de le voir ou de le vivre. Il n'a rien à voir. Alors rien du tout. Ce qu'on comprend, c'est qu'il faut montrer que l'Ukraine a aussi des alliés en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Démontrer qu'il y a des alliés et que l'Ukraine n'est pas seule. L'Ukraine n'a pas que les pays européens. Parce qu'il y a un vent qui présente aujourd'hui l'Ukraine comme un pays isolé de l'Afrique. Parce qu'en réalité, la plupart des pays ont beaucoup plus tendance à aller vers, ou alors à supporter la Russie que l'Ukraine. Oui. Donc, vous comprenez donc pourquoi est-ce que je dis que ce déploiement n'a rien à voir avec des relations politiques. C'est juste une stratégie pour dire, bon, vous avez aussi des alliés, bon, on voit jusqu'où ils iront avec ça. Merci à vous, Président Matomba. Docteur Ndouma, vous pensez que l'Ukraine est dans un jeu stratégique? Est-ce que l'Ukraine ne peut pas aussi apporter quelque chose à ces États africains? L'Ukraine peut apporter quoi à l'Afrique? Ce que les autres essayent d'apporter. Quand on ouvre les ambassades, parmi les missions diplomatiques d'une ambassade, il y a par exemple les visas. Oui. Quel Africain peut aller demander le visa là, même en Côte d'Ivoire, là, qui va en Ukraine maintenant? Faut aller chercher quoi? L'Ukraine, j'espère que l'Ukraine va exister encore d'ici 2 ans en tant qu'Ukraine, parce que vous savez pourquoi est-ce que le président Poutine a déclenché l'opération spéciale? Oui. Parce que les Occidentaux, les impérialistes, ont transformé l'Ukraine en un laboratoire d'armes biochimiques et des dépôts des armes dangereuses pour la Russie. Parce que l'Ukraine est pratiquement en Russie. Oui. Donc, et ça, le président Poutine avait vu ça venir. Il a tiré la sonnette d'alarme suffisamment. Mais comme ils sont des champions pour violer les accords, ils n'ont pas voulu prendre au sérieux ce que le président Poutine leur disait. D'où l'opération militaire spéciale. Donc cette opération doit aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'Ukraine ne peut jamais rentrer dans l'OTAN. L'Ukraine ne pourra jamais présenter une menace géostratégique pour la Russie tant que l'Ukraine reste dans cet espace géographique que nous connaissons aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que M. Zelensky, qui avait déjà plus d'une fois envoyé des signaux pour pouvoir négocier avec le président Poutine, pour ma part, avait vu juste.
de le faire. Mais comme il n'agit pas de son propre chef, chaque fois, les Américains ont dit, mais ça ne peut pas marcher comme ça, il faut plutôt qu'on continue de se battre, et on le met donc là comme si c'était quelqu'un qui est suffisamment fort pour tenir tête à la Russie. Et aujourd'hui, et on va le soutenir et on ne le soutient pas. On promet des choses qu'on ne donne pas, ou bien on promet 20 chars, on envoie 2, et puis avant que les chars n'arrivent, le président Poutine a déjà détruit ces histoires-là. Donc, il y a quand même une situation qui est suffisamment sérieuse sur laquelle l'Ukraine et ses alliés devraient se pencher. Hein? Il faut tout faire pour obtenir un cessez-le-feu au niveau de l'Ukraine. Oui. Parce qu'il y a des innocents qui meurent, il y a des enfants qui meurent, les femmes qu'on assassine, etc. Les collatéraux de la guerre. Oui. Et ça, c'est plus important que de venir nous montrer des histoires. On dit qu'on ouvre l'ambassade. On ouvre l'ambassade en Côte d'Ivoire. Ça va faire quoi, l'ambassade de l'Ukraine? Ça va faire quoi à quel Africain maintenant? Ça ne peut rien faire. Ils vont en RDC là, ils vont ouvrir là. Ce sera juste pour l'opinion qu'on dise que oui, l'Ukraine aussi est en train d'ouvrir des ambassades. D'ailleurs, ces dirigeants-là sont des dirigeants très racistes. Très racistes. Vous parlez de l'Ukraine. Je parle de l'Ukraine. Parce que c'est des pays où, parce qu'il y a quand même quelques Noirs qui ont vécu là-bas, et certains, je ne sais pas si certains y sont encore, mais vous savez, les dirigeants, généralement, savent comment est-ce qu'il faut diffuser dans l'opinion les pensées racistes, etc. Donc, il ne faut pas... aujourd'hui, l'Afrique, qui reste le berceau de l'humanité, qui reste accueillante et qui respecte tous les peuples, a besoin des partenariats sincères. Si l'Ukraine veut ouvrir les ambassades en Afrique, c'est possible, mais il faut d'abord régler le problème là qui est là-bas en Ukraine. Oui. L'Ukraine est en guerre, il faut tout faire pour que les impérialistes qui sont en train d'alimenter cette guerre-là arrêtent, n'est-ce pas, de faire tuer les innocents en Ukraine. Et comme ça, même dans 2 ou 3 ans, ils pourront ouvrir des ambassades qui vont travailler véritablement sur le plan diplomatique. Merci à vous, Dr Ndouma. Je pense que Dr Yamb, on va sortir avec vous parce qu'on va d'abord au standard du côté du Burkina Faso avec cet appel de Maïga. Bonsoir et bienvenue. Ok. Bon, je dis bonjour à l'équipe de For You Media. Félicitations à l'équipe de For You Media, ainsi que tous les panélistes, vraiment, pour la pertinence et la richesse de leur contribution. Mais avec votre permission, je vais parler du premier aspect, l'arrivée des instructeurs russes au Niger. Bon, moi, j'estime que tout simplement la question de sécurité, comme l'a dit un grand leader, Thomas Sankara, et au-delà de l'apport de la Russie, qui est un pays qui n'a jamais colonisé personne et qui a toujours gardé cette distance par rapport à tous les conflits provoqués dans le monde. Voilà. Et donc, par rapport à cette question-là, il faut voir que la question de sécurité ne se résume pas simplement à une armée d'élite ou de haute technologie. Mais il faut transformer chaque citoyen en un militaire. Le transformer en un militaire, ça veut dire que quoi? Le citoyen, par exemple, chez moi au Burkina Faso, région du Sahel, chacun est l'œil et l'oreille du régime par rapport à l'hydre terroriste que nous vivons. Même les malades à l'hôpital, ils écoutent ce que tu es en train de dire pour pouvoir expliquer. Parce que c'est ça, la sécurité passe toujours par le peuple. Et la formation militaire est une obligation. Ça a été ramené. C'était Sankara, c'était comme ça. Ibrahim Traoré, c'est devenu comme ça. Et c'est une condition d'entrée à la fonction publique.
pour tout le monde, sauf réserve de santé. Bon, maintenant, là où ce qui m'a attiré, c'est la question de la monnaie. Moi, je pense que les pays de l'AES, comme tant de panélistes ont tant expliqué, quand tu prends le cas précis du Burkina où je me trouve, je sais qu'il y a à peu près 13 mines industrielles. Et les mines artisanales, on ne peut pas compter. Donc, tout simplement, c'est une question d'organisation, de mise en place, de sécurité, et on y va. Et c'est l'Afrique qui gagne. Vraiment, c'est l'Afrique qui gagne dans cette question-là. Le troisième point, la question, et ça c'est une question de souveraineté. Maintenant, les questions de développement, c'est un triplé. Sécurité, développement et souveraineté. Ça va ensemble. On ne peut pas dissocier. Quand on veut dissocier, on perd. Quand on veut dissocier, on donne la force à l'impérialisme. Revenant sur le dernier aspect que j'ai vu discuter, sur la question des ambassades d'Ukraine qui s'ouvrent à droite, à gauche. Moi, rappelez-vous qu'entre nous, Africains, quand les empires existaient, quand un guerrier doit quitter et que le chef de guerre dit « prends tel cheval », quand on te donne un cheval au dos cassé, ça veut dire que tu vas mourir ou ne reviens plus jamais. Parce que ou bien tu ne vas jamais arriver à la guerre. Donc, accepter ces ambassades, c'est accepter de monter, d'aller avec un cheval dont le dos est cassé parce qu'on sait que l'Ukraine n'existe pas. Maintenant, mes hypothèses que je me fais et que je souhaite que les panélistes m'éclaircissent, c'est pas une manière de faire quitter la guerre en Ukraine puisqu'ils ont tout perdu pour la ramener en Afrique parce que depuis que nous vivons avec l'Occident, c'est ce qu'ils nous font toujours. La deuxième hypothèse que je me pose est que quel est l'apport réel que l'Ukraine peut amener à l'Afrique. Vraiment, qu'est-ce que ces vallées-là ont à voir avec l'Ukraine? Si ce n'est pas des dictées qui les sont venus d'ailleurs encore, pour nous rendre la vie impossible encore. Merci bien. Félicitations à toute l'équipe. Vraiment, merci. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Maïga. Merci beaucoup pour cet appel depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous. On prend le dernier appelant de cette soirée, Monsieur Peter, je pense, depuis l'Écosse. Bonsoir, Monsieur Peter. Oui, merci. Bonsoir à vos brillants invités, Madame Siké. Je félicite vraiment leur intervention que je trouvais très enrichissante, surtout sur le plan financier en parlant de la Monaisie et aussi en parlant également de la présence des instructeurs russes sur le territoire du Niger. Voilà. Et désolé pour le noise parce que j'ai dû m'arrêter en voiture pour parler parce que je suivais l'émission depuis le volant. Bon, je vais donner mon point de vue sur deux points essentiels. Le premier point par rapport à la monnaie. Ce que a dit votre invité, je n'ai pas retenu le nom, M. Ndouma ou si plus trop. Excusez-moi si je écorcherai le nom. Vous avez vu très juste parce que le président zimbabwe avec ses conseillers ont compris que en piégeant l'Occident, je parle de l'Occident collectif dont parle M. Poutine, et créant cette monnaie adossée sur l'or, c'est les mettre dans une contrainte sur tous les plans. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils n'ont plus autre choix que de se plier à cette monnaie qui a été imposée par ce pays, d'autant plus que c'est adossé sur l'or. Et en fait, c'est pour piéger la Fed américaine, qui, elle, bat le planche de pied sur du spéculation, et non pas, comme auparavant, c'était les talons d'or. Donc, je crois que ça va avoir un grand bouleversement dans les années très proches, parce que ça va faire un effet domino sur beaucoup de pays de l'Afrique australe qui sont bien tentés de le faire. Chacun va s'appuyer maintenant sur ses propres ressources minières, énergétiques, pour endosser, créer sa monnaie. Et là, je vous assure, ils vont apprendre à respecter les pays africains. Et je crois que les grands pays producteurs de matières premières agricoles, comme Côte d'Ivoire, Ghana, devaient regarder ça de très près et puis envisager le fait comme ça. La bourse du cacao va plus être à Londres, mais elle va être soit à Accra ou bien à Abidjan, for example.
Et également, la fixation de Kimberley ne va plus se faire comme il se faisait auparavant, mais avec la force que l'Afrique a en tant que producteur de diamants, ça va vraiment permettre à ces États africains de créer non seulement le plus-value, mais en plus d'avoir une monnaie forte et imposable sur les places boursières internationales. Maintenant, je vais sauter sur le dernier sujet qui est très important. Quand vous voyez l'Ukraine qui vient ouvrir des ambassades, et pas n'importe dans quel pays, mais ils ont choisi ces 3 pays, c'est tout simplement parce que Washington et Londres ont réfléchi sur une formule, comment freiner l'avancée de la Russie en Afrique, un peu comme à l'époque de la conquête de l'Afrique. Comment il s'appelait l'explorateur anglais là? Stanley avait freiné celui qu'on appelle le français là, qui a créé Brazzaville là, Savognin de Brazza, c'est ça, sur la jonction entre l'Afrique australe et l'Afrique centrale. Donc c'est en fait ce qu'ils ont fait. Et je salue vraiment l'analyse qui a été faite sur la RDC parce que en fait, M. Tshisekedi, c'est un pion de la CIA qui a été placé là. Ils ont tout fait pour le réélire parce que ça arrange les États-Unis qu'il y ait toujours le même problème dans le Goma. Parce que si jamais, imaginez un seul instant que l'accord avec la Russie avait été signé et que Moscou décide d'envoyer des instructeurs et en même temps former sur place et avec des armements importants pour la RDC, mais ça allait être une catastrophe. Comment vont-ils faire pour voler le colbat, le coltan et tout ça? Et ça, ce sont de gros points d'interrogation. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est tout simplement pour freiner l'avancée de l'AES et l'influence russe dans la région subsaharienne sur la Côte d'Ivoire. Donc, en faisant ça, on fait en fait un blocus. Mais je pense que les gens ne sont pas très bêtes. Ils sont assez intelligents et je dis les panafricains surtout. Le combat continue. Merci beaucoup pour les médias. À très bientôt. Live. Merci également à vous, Monsieur Peter, depuis l'Écosse. Merci beaucoup. On referme donc définitivement le standard pour les quelques minutes qui nous restent. Docteur Yamtimba, on va sortir avec vous sur la question. Bah écoutez, je vais pas revenir sur ce qui a été dit avant parce que c'était effectivement des idées qui sont évidentes et qu'il fallait aller chercher. Et il y a quelque chose, par contre, qui 2 ou 3 petites choses. Quand on se souvient de la Deuxième Guerre mondiale, faut y penser. Ces pays recherchent aussi, parce qu'en plus de tout ce qu'on a dit, des cachettes pour les criminels de guerre. Vous savez qu'il y a beaucoup de Russes, beaucoup d'Ukrainiens qui sont désormais recherchés par la justice internationale et particulièrement par la justice russe. Il faut trouver des zones où on peut les cacher. Il y a énormément d'intérêt dans l'ouverture de ces ambassades. L'autre chose, c'est que, ne l'oublions pas, au début de l'opération militaire spéciale que la Russie a engagée en Ukraine, il y a eu des tentatives de recrutement d'Africains. Mais ça s'est fait à l'époque par des intermédiaires. Aujourd'hui, on vient les faire sur place. Ces ambassades pourraient servir à ça. Parce que la Côte d'Ivoire a une longue expérience d'une très longue guerre civile. Donc il y a là-bas, et vous savez que l'armée ivoirienne, le pouvoir ivoirien est embêté par les anciens Dozo, anciens combattants. Ils n'arrivent toujours pas à gérer ce problème. Et il y a une forte pression pour libérer un certain nombre de personnes qui devraient sortir de prison. Comment ils vont gérer ces gens-là qui ont été d'anciens combattants qui existent? Vous avez en RDC le fait qu'ils veulent bien maintenir un certain chaos, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments dont ils veulent se débarrasser. Donc, ces ambassades vont servir au recrutement de tous ces gens-là. Et tout ce qu'ils font donc, en somme, vous voyez que c'est une opération sous faux drapeau. C'est en fait une opération sous faux drapeau. C'est pas l'Ukraine. C'est ceux qui, derrière, mènent la guerre en Ukraine, qui en fait cherchent des solutions qui leur permettent de mener un certain nombre d'opérations sans qu'ils soient directement indexés. Donc, c'est des opérations sous faux drapeau. Et d'une ambassade, ça ne coûte rien. On installe, on fait ce qu'on peut, mais derrière, c'est l'activité menée qui est importante. Ce qui veut dire, et ça c'est le point le plus important,
lorsque Karl Marx parle de Lumpenprolétariat, il faut savoir ce que c'est. Ça, c'est le Lumpenprolétariat international, donc, que les maîtres du monde sont en train, de ceux qui se disent maîtres du monde sont en train d'instrumentaliser. Mais c'est quoi un lumpenprolétariat? Le lumpenprolétariat, ce sont les éléments déclassés, les voyous, les mendiants, les voleurs, les indicateurs de police. Ils n'appartiennent ni à la classe sociale des bourgeois, ni à la classe sociale des travailleurs. Et je répète, c'est très important, sont des éléments déclassés de ces deux classes sociales-là, et qui sont donc des voyous, des mendiants, des voleurs, des indicateurs de police. Quel est le système qui est le plus lié à ça et qui en a fait un abondant usage pendant le XXe siècle? C'est le nazisme. C'est des choses extrêmement importantes. Et dès que vous avez ce tableau, vous comprenez en réalité tout ce qui peut être assimilé à une organisation de crime organisé qui se trame certainement à travers cette opération-là en Afrique. Et vous vous souvenez de ce que ces pays-là ne sont pas choisis au hasard. C'est des pays en conflit. Ce sont des pays où on a besoin de trouver un exutoire pour une certaine catégorie de population qui elle-même relève du lumpenprolétariat. Et la collusion, tout de suite, l'alliance objective et stratégique, vous la voyez se dessiner dans cette grande opération qu'on nous présente comme étant l'Ukraine en vie. Non, l'Ukraine n'est pas en vie. C'est le lumpenprolétariat, en fait, qui se déploie. Et le lumpenprolétariat, dans la philosophie marxiste, est toujours, il n'y a pas d'exception, est toujours instrumentalisé par la bourgeoisie. Or, qu'est-ce qu'on appelle bourgeoisie dans le système international aujourd'hui? Ce sont les puissances occidentales. Merci à vous, Dr Yambi Timba. Merci d'avoir été avec nous dans le cadre de cette édition de l'International. On rappelle que vous êtes économie-chercheur. Merci d'avoir été avec nous. À vos côtés, le docteur Ndouma. Merci également, économiste. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Nathanaël Ndiok, merci beaucoup. Vous êtes journaliste senior, leader syndical. Merci beaucoup d'avoir été là. Et bien sûr, le premier secrétaire du PUR, le président Serge Espoir Matomba. En politique, merci d'avoir partagé ce plateau de l'International ce jour, ce For You Media Africa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Vous avez été encore une fois de plus nombreux. On vous souhaite une très très belle soirée en compagnie de nos programmes. À très bientôt.